Bonjour à tous, deuxième et troisième journée au procès Dabia Benkired. Et la petite salle Victor Hugo du Palais Justice de Paris fait encore salle comble. À 6h30 ce lundi matin, une trentaine de personnes faisaient déjà la queue dans le public pour assister au débat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la scène est déjà bien pleine. Delphine Davier, la maman de la petite Lola, a été accueillie chaleureusement. De nombreuses personnes lui ont témoigné à elle, ainsi qu'à toute sa famille, des mots d'encouragement. « On est avec vous » ou encore « courage » pouvait-on entendre. Et en effet, du courage, la maman de Lola, et même au-delà, toute sa famille et ses proches, ils en auront tous bien besoin face aux témoignages et aux réactions imprévisibles et déroutantes de l'accusé. On commence par le médecin légiste qui a examiné le corps de la suppliciée. Par visioconférence, il détaille cliniquement l'ensemble des blessures du corps de Lola au lendemain de la découverte de son corps dans la malle. Lola mesurait 1,60 m pour 55 kg. Le corps lui a été présenté dans une couverture scotchée. Le ruban adhésif obstruait le nez et la bouche notamment, débute le médecin. Elle note les plaies observées sur le corps de la fillette, des bleus ainsi que des manifestations asphyxiques. J'ai pu noter principalement des lésions traumatiques en région cervicale et dorsale, explique-t-elle, dont des plaies piquantes. L'experte a également noté un petit pneumothorax. Elle laisse ensuite entendre que la fillette a pu être agrippée par Dabia en raison de plaies dans les zones de prise, les mains, les bras et les avant-bras. Elle note aussi la présence de blessures dans le dos occasionnées par arme blanche, puis sur le visage et le cou où il y a, selon la légiste, une grande plaie. La mère de Lola, pendant le long temps qu'a duré cet exposé, a le regard dans le vide. Quant à son frère Thibaut, on le sent très concentré. L'exposé, en effet, est très long, très technique. Mais on peut retenir que Lola a succombé à une asphyxie mécanique avec obstruction des voies aériennes. Est-ce que Lola a souffert ? Demande le président. L'asphyxie en soi est très anxiogène. Le fait de ne pouvoir prendre son air, c'est une angoisse intense, répond l'experte. Un autre expert, qui dépose dans la foulée, note quant à lui un traumatisme hémorragique à différentes parties du corps, notamment sur les parties intimes, ainsi que des lésions anorectales qui confirment le que Dabia Benkired conteste pourtant depuis vendredi. Les photographies vont ensuite être à nouveau diffusées dans la salle. Le président invite ceux qui le souhaiteraient à sortir face à la dureté des images. Une partie de la famille sort, mais Delphine Davier et le frère de Lola, Thibaut, choisissent de rester. La première photographie montre des plaies au niveau du cou et du dos. En tout, 38 plaies, et seulement dans le dos. Maître Valois interroge l'expert. Il lui demande notamment si le fait que Lola se serait laissé faire pourrait expliquer l'absence de lésions de défense. Oui, confirme l'expert. Il évoque ensuite des rumeurs de démembrement. Ça peut sembler dur de faire ça devant la famille de la victime, mais c'est malheureusement nécessaire pour que tout soit clair dans l'esprit des jurés. À ce moment-là, la mère de Lola fond en larmes et quitte la salle d'audience. Le président veut ensuite faire réagir Dabia sur cette déposition. S'ensuivra un échange assez lunaire. « Madame Benkired, voulez-vous vous lever ?» demande le président. « Souhaitez-vous réagir ?» ?»« Non, répond Dabia. J'ai du mal à parler français, alors je n'ai pas tout compris. » Le nombre de coups portés, les pénétrations du vivant de Lola ne correspondent pas à vos déclarations. Moi, se défend Dabia, je ne l'ai pas touché. Mais vous avez reconnu lui avoir touché les seins et imposé un note le président. Oui, je lui ai touché les seins, mais pour le reste, aucune idée. J'ai ramené le corps chez Rachid et je ne sais pas ce qui s'est passé, affirme l'accusé. Selon les experts, poursuit le président, cela s'est produit juste avant ou juste après la mort. Je ne sais pas. Vous comprenez que Rachid ne peut pas l'avoir fait. Mais c'est la vérité, j'ai rien fait. Alors comment on fait ? S'agace le magistrat. Je n'ai pas d'explication. Si je l'avais fait, je l'aurais dit Dabia Benkired. À la reprise, le président retrace le parcours de Lola le soir des faits, à travers des photos projetées dans la cour d'assises et ou des témoignages. On commence justement avec une photo de Lola, prise quelques minutes seulement avant de croiser Dabia. Elle est au collège, blonde, souriante, avec toute l'innocence de ses 12 ans. Elle sourit devant l'objectif avec sa copine. Les deux fillettes forment un V avec leurs doigts. Dans son box, Dabia regarde la photo sans laisser transpirer la moindre émotion. Le président lit ensuite le témoignage d'un voisin de l'immeuble, qui a d'abord croisé la route de Dabia Benkired dans l'ascenseur seule. « Elle ne me mettait pas à l'aise, cette fille, dit-il.
Quelques minutes plus tard, ce même voisin a de nouveau croisé Dabia. Cette fois-ci, accompagné de Lola Davier. Lola n'avait pas l'air rassurée. Je ne comprends pas comment elle fait pour que Lola la suive, raconte ce voisin qui décrit une jeune femme agitée qui n'avait pas l'air sympathique. D'autres évoqueront Dabia comme quelqu'un qui avait de l'agressivité en elle, habillée de manière provocante, qui parlait comme une caricature de cité. Des images de caméras de vidéosurveillance de l'immeuble avant l'arrivée de Lola sont ensuite diffusées. Nous sommes à peu près entre 14 et 15 heures ce jour-là. On voit Dabia faire des allées et venues, faire ses lacets, consulter son téléphone portable, s'asseoir sur une jardinière. Puis, à 15h11 précisément, Lola marche vers son immeuble. Dans une audition lue par le président, une voisine raconte « Il y avait Lola et une femme maghrébine. J'ai entendu Lola dire « J'habite la résidence, mais pas cet immeuble ». Elle a ajouté « Je ne peux pas vous aider » à l'adresse de Dabia. La fillette avait l'air inquiète, peu rassurée. Dabia, elle, avait l'air agressive et agitée. Je pense que Lola ne voulait simplement pas ouvrir la porte. L'audience reprend avec Karim. Cet homme avec qui Dabia est attablée au bar Le Rallye, alors qu'elle a toutes ses valises avec elle, dont celle transportant le corps de Lola. Il semble très mal à l'aise et porte un masque devant le visage pour préserver très certainement au maximum son anonymat. Sentant sa gêne et son stress, le président commence par le rassurer. « Monsieur, vous êtes là comme simple témoin. On ne vous reproche rien. » Le témoin évoque une journée ordinaire, un vendredi banal en somme. Il croise Dabia totalement par hasard et la jeune Algérienne lui demande si il peut l'aider. Il accepte, mais s'étonne étant donné qu'il est simplement à pied. Elle explique qu'elle doit déposer ses valises dans les Hauts-de-Seine. Je lui dis que je ne peux pas l'aider. Et elle me dit « J'ai des choses intéressantes à te vendre », poursuit-il. Elle était évasive, très bizarre dans ses propos. Elle me dit qu'elle ne peut pas me le montrer dehors. On va alors dans un café que moi je connais. Sur le chemin, il note que Dabia a vraiment beaucoup de difficultés à tirer sa malle. Comme le montreront les caméras de sécurité, ils se mettent ensuite autour d'une table. Les deux valises sont sur la banquette, tandis que la malle, avec le corps de Lola, est à leurs pieds. « Montre-moi ce qu'il y a dedans », lui lance alors Karim. « Non, regarde par toi-même », répond Dabia Benkired. Le témoin semble encore marqué par le souvenir de ce moment. « J'ai soulevé la couverture et j'ai vu une mini tache de sang qui a été effacée. Et là, je suis choqué. Je la regarde et je lui dis « Mais c'est un corps dedans ?» Dabia lui répond « Tu crois que je fais quoi, moi ? Tu crois que je fais quoi, moi ?» lui répond-elle à plusieurs reprises. A alors un regard très froid et très sombre. Je me suis dit que cette femme est folle et que je n'ai rien à faire avec elle, selon son récit en tout cas. Ensuite, elle lui aurait dit en plaisantant « Mais non, je plaisante, il n'y a pas ce que tu penses à l'intérieur. » « Vous avez touché le contenu de la malle à un moment ?» demande le président. « Oui, pour voir si c'était dur ou pas. J'ai senti un truc un peu mou. Dans votre audition, vous avez dit comme si c'était une épaule. » Le témoin acquiesce, mal à l'aise, tandis que l'accusé le fixe. « Que pensez-vous trouver dans la malle ?» interroge le président. « Mais tout, mais pas ça. De l'électroménager ou des choses comme ça. C'était inimaginable pour moi. Inconcevable que ce soit un corps. Je me disais que c'était impensable, que j'avais dû regarder trop de séries. » Le président demande ensuite de sortir le scellé contenant la malle qui a servi à transporter le corps de Lola. Dans la salle, le malaise est palpable. Le silence est assourdissant. On entend uniquement le bruit du papier kraft que l'huissier enlève petit à petit pour dévoiler une malle en plastique avec des roulettes et aux poignées rouges. « Je pensais qu'elle était beaucoup plus grande », dit le témoin visiblement ému. Il est parfois difficile de se dire que le corps de Lola, 1m60, 55 kg, est rentré là-dedans. Et pourtant, il rentrait, note le président. Dabia est ensuite invité à réagir sur le témoignage de cet homme. Il n'a pas dit qu'il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'on sorte ensemble. Je venais de sortir de chez ma sœur et il est venu direct me demander de coucher avec lui, affirme l'accusé. N'importe quoi, répond le témoin sidéré qui semble vraiment choqué. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de billets, poursuit l'accusé. Des billets qui ne sont même pas visibles sur les caméras de vidéosurveillance de l'établissement Le Rallye, ironise le président. Non, parce que ça, c'était dans la rue, répond Dabia. J'aurais même été d'accord de coucher avec lui car j'avais besoin d'argent. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait ? Demande en substance le président. Parce qu'il voulait voir ce qu'il y avait dans la malle, répond Dabia Benkired. À côté, le témoin nerveux piétine. On sent qu'il a très envie de lui répondre et le président lui donne enfin la parole pour qu'il puisse réagir. On sent qu'il se maîtrise pour ne pas laisser sa colère prendre le dessus. Elle m'interpelle alors que je ne la connais même pas. Non, vraiment, elle me fait beaucoup de peine. Elle a beaucoup d'imagination, cette fille. Elle réinvente l'histoire. Je me respecte beaucoup. Je suis marié, je dois partir en vacances le lendemain. J'ai autre chose en tête et je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas envie de la regarder, répond Karim visiblement dégoûté.
Il ne dit pas la vérité, répond l'accusé. Je vous jure, la première chose qu'il m'a montré, c'est l'argent, justement pour coucher avec moi. Vous n'en faites pas un peu trop, Madame Benkired, lui demande le président. Mais l'accusé maintient que Karim voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Pourquoi Dabia n'a-t-elle jamais parlé de cet épisode au policier? Je ne savais même pas qu'il était dans l'affaire, qu'il avait été entendu. Mais il m'a dit, on va se mettre au café, et il a beaucoup d'argent. Vous avez contesté lui avoir proposé un rein? Donc vous saviez qu'il avait été entendu, pointe néanmoins le président. On poursuit le déroulé de cette journée macabre du mois d'octobre 2022 avec Rachid. Rachid est un ami de Dabia. Il travaille comme chauffeur pour personnes âgées. Ce jour-là, il l'a transporté avec elle et ses valises jusqu'à son domicile de Asnières. Un temps poursuivi pour recel de cadavres, les charges ont été abandonnées à son encontre. Il dépose donc aujourd'hui comme simple témoin. Je suis de tout cœur avec la famille de Lola. J'aurais aimé que cette tragédie n'arrive jamais. Et je souhaite à la famille de Lola que leur cœur soit apaisé, débute Rachid, avant de revenir sur la genèse de son histoire avec l'accusé. Rachid rencontre Dabia bien avant 2022, à l'époque où elle travaillait à l'ambassade, un petit bar d'Asnières. Ils ont ensuite sympathisé sans devenir amants, dit le témoin. À cette époque, Dabia bosse. Elle est normale, dit Rachid. Ils se perdent ensuite de vue et elle réapparaît en 2019, à une époque où Dabia est un peu à la rue. Il l'a donc hébergée un peu, de temps en temps. Ils auraient ensuite un peu flirté, mais sans plus, dit le témoin. Il revient enfin sur la journée du 14 octobre 2022. Ce jour-là, il doit transporter 3 personnes âgées dans un EHPAD. Lorsque, vers 18h, Dabia Benkired l'appelle par téléphone. Elle lui explique s'être disputée avec sa sœur et qu'elle a besoin de lui. Elle est à la rue et elle a besoin d'être hébergée. Rachid lui répond qu'il va venir la chercher après le travail, mais il assure que ce n'était pas du tout dans l'espoir d'avoir une relation sexuelle. Il se retrouve à 18h03 précise dans le 19e arrondissement de Paris. Dabia semble contrariée, mais Rachid met ça sur le compte de sa dispute avec sa sœur. Il charge ensuite les 2 valises dans le coffre, puis la malle. Une malle si lourde qu'ils doivent la charger à 2 dans le véhicule. J'étais garé en double fil, j'étais pressé, je n'ai même pas cherché à comprendre, je n'ai même pas posé de questions, dit le témoin comme pour se justifier. Dabia et Rachid prennent ensuite la direction d'Asnières-sur-Seine, au domicile de Rachid donc. Après avoir déposé Dabia et ses affaires chez lui, il va faire un tour chez l'épicier, où il achète de la vodka et une boîte de préservatifs, au cas où il y aurait un flirt, dira-t-il. Pendant ce temps, Dabia se douche et se change. J'étais pas d'accord par rapport à ça. C'est pour ça que je suis reparti chez ma sœur, dit Dabia qui se lève d'un bond. Nous y reviendrons, dit le président. Pendant ce temps, le témoin poursuit son récit. Dabia et Rachid partent boire un verre, ensemble, puis ils vont dîner au restaurant Les 3 Atlas. Mais après le dîner, Dabia préfère rentrer chez elle, chez sa sœur. Je n'ai pas insisté, indique le témoin. Il lui commande un hitch, mais la malle ne rentre pas. Il lui conseille alors de la mettre sur la banquette arrière, comme à l'aller. Le président interroge maintenant Rachid, le témoin. Il soumet la version de Dabia, bien différente de celle de Rachid. Pour elle, Rachid savait pertinemment ce qu'il y avait dans la malle, et il était tout à fait disposé à l'aider à se débarrasser du corps. Mais la soirée s'est terminée au moment où Rachid a refusé une relation sexuelle. Mais c'est complètement faux, s'offusque le témoin. En audition, vous avez dit « Je ne vais pas me faire de mal au crâne à cause d'une tarée ». Et vous avez précisé qu'elle envisageait de se débarrasser d'une valise et de quelques affaires. Elle voulait laisser des affaires chez vous? Non, dit Rachid. Je lui ai dit qu'elle ferait le tri plus tard. Je voulais qu'elle prenne toutes ses affaires. À 23h13, après avoir déposé la malle contenant le corps de Lola devant le 40 rue aux Poules, Dabia Benkired rappelle Rachid pour revenir, poursuit-il. J'ai refusé, tout simplement. J'étais très bien tout seul, explique-t-il. Et puis, ce n'est pas un moulin chez moi. Et j'avais des appels de mon employeur et de la police. J'avais pas envie qu'elle revienne. Dabia est ensuite appelée à réagir face à la déposition du témoin. Ce matin, elle a sous-entendu que Rachid pouvait avoir touché le corps. Peut-être pendant qu'elle prenait sa douche. Je lui ai dit dans la voiture qu'il y avait un corps dans la malle. Au début, il ne me croyait pas, mais une fois chez lui, il a ouvert la malle, il a retiré la couverture et il a vu le corps et le visage, ajoute-t-elle. A-t-il fait autre chose? Lui demande le président. Non, je n'ai pas vu en tout cas, lui répond-elle, évasive. Ça peut sembler bizarre, il voulait avoir un rapport avec vous, s'étonne le président. Oh, on peut s'attendre à tout de la part des hommes, mais il a vu le corps, il a vu le visage, répond l'accusé. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est Rachid qui a commis des pénétrations sur Lola Davier? Vous dites simplement que c'est possible, l'interroge à nouveau le président. Oui, répond l'accusé lapidaire. Que vouliez-vous faire du corps? Demande le président. Je ne voulais pas enterrer le corps, je voulais juste m'en débarrasser.
le laisser quelque part et partir, puis revenir chez ma sœur et enfin lui dire la vérité, affirme l'accusée. Elle reconnaît ensuite avoir pris 3 comprimés de Lyrica ce jour-là, un médicament destiné à la prise en charge de douleurs neuropathiques. « Pourquoi vous ne l'avez dit jamais avant ?» l'interroge le président. « Parce que j'avais peur, » répond Dabia. « Mais c'est quoi le plus grave ? Je sais que j'ai tué un bébé, » répond Dabia, « un ange. Au jour d'aujourd'hui, elle doit être au paradis, » déclare Dabia, debout dans son box. C'est ensuite au tour de Fatah de venir déposer. Il est entendu en visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Villepinte. Cet homme, qui est une connaissance de Dabia, qu'il a fréquenté courant 2022, commence par présenter ses condoléances à la famille. Il rencontre l'accusée en juillet 2022. Elle se fait passer alors pour une sorte d'inspecteur de police sur une enquête venant de Marseille. Mais la réalité, c'est qu'elle est dans une situation très précaire. Moi, dit le témoin, je traversais une période compliquée, un long divorce, qui fait que je suis aujourd'hui en détention. Mais j'ai pu l'héberger. J'ai pu partir en vacances avec elle et mon fils. Nous avons notamment passé une semaine ensemble à Pornic. Elle n'a jamais montré de signe quelconque de violence envers les enfants. Mais au cours du voyage, il y a eu quelques petits soucis, poursuit Fatah. Je faisais des courses dans un centre commercial. Elle a dérobé des bonbons. J'ai réagi très mal car j'ai un fils à qui on doit apprendre qu'il ne faut pas voler. Au bout de quelques nuits, Dabia, Benkired et Fatah ont eu une relation sexuelle. Vous attendiez quelque chose de cette relation ? Interroge le président. Non, répond le témoin, je l'hébergeais car elle avait des difficultés avec sa sœur. Elle était vraiment en détresse. Elle avait besoin de sécurité, de réconfort, d'un foyer. Il est ensuite interrogé sur le comportement de Dabia. On cherche à savoir si elle lui paraissait normale. J'avais l'impression qu'elle était un peu possédée et qu'elle parlait avec des gens, qu'elle me voyait comme étant avec une autre personne, qu'elle me prenait même pour une autre personne. Lui avez-vous fait boire de l'eau de mort ? Demande le président, de but en blanc. Je vous demande cela car elle avait confié cet épisode qui est rapporté dans une audition, une conversation entre Dabia et sa sœur où il est question de vous et où vous lui auriez fait boire cette fameuse eau de mort dans un cimetière où des enfants qui avaient été tués étaient enterrés. Dans une autre audition, elle vous accuse même de l'avoir amené à faire ce crime. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, dira Dabia. Pour moi, c'est Fatah qui m'a ensorcelé dans l'audition. Je suis bluffé, répond-il, avant d'ajouter « C'est la première fois que j'entends ça », dit-il vraisemblablement sonné. Dabia est amenée à réagir face à ce témoin. Elle confirme avoir eu des hallucinations quand elle était avec Fatah, qui lui a fait boire un truc, la faisant voir des choses à l'envers. Il ne va pas dire que c'était lui qui m'a empoisonné, conclut-elle. Les parties civiles posent maintenant des questions par l'intermédiaire de Maître Bourdier, tout d'abord. Quand vous a-t-il fait boire ce breuvage ? Pendant l'été 2022. On est sortis pour dîner ensemble. Il m'a ramené dans un hôtel où il travaillait et il m'a ramené une bouteille. J'ai commencé à avoir des trucs dans le ciel, j'ignore ce que c'était, mais l'effet que ça m'a fait n'était pas normal. Il vous a emmené dans un cimetière, poursuit l'avocat ? Chez lui, ça ressemblait à un cimetière, donc j'ai pensé que c'était un cimetière, dit Dabia. C'est désormais le tour de Mustapha, l'ex-compagnon de Dabia, d'être désormais interrogé. Âgé de 33 ans, il exerce aujourd'hui la profession d'enseignant. Pour commencer son témoignage, il évoque les débuts de sa relation avec Dabia. Je l'ai connue, elle devait avoir 18 ans. Elle était belle et joyeuse. Elle était magnifique. Je pouvais marcher avec elle, tous les regards se tournaient vers elle. Il s'arrête un instant. Je l'ai aimée, dit-il d'une voix timide. On avait ce lien d'amour de la vie, poursuit-il. Dans le box, Dabia écrase quelques larmes. Dabia était vierge quand je l'ai connue. Nous avions décidé de ne pas consommer. Avec le temps, elle a voulu essayer d'autres choses, dit-il, alors qu'ils ont rompu. Il explique que les années qui suivront sont compliquées, surtout avec le décès des parents de Dabia. Ils essaieront, quelques années plus tard, de se remettre ensemble, mais ça ne marchait pas. On a essayé de recoller les morceaux, mais c'était compliqué. Il n'y avait peut-être plus cet amour avec le temps. Ça s'est dissipé, dilué. La relation est devenue toxique, dit-il, avec des conflits de fréquentation, des conflits d'argent. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner mon ressenti. Je suis très stressé, anxieux, mais je suis là pour vous donner mon témoignage. C'est difficile d'être là, mais nécessaire, ajoute-t-il. Le témoin est calme, il s'exprime clairement, mais avec beaucoup d'émotion. Dans le box, et pour la première fois depuis le début du procès, Dabia le fixe du regard, en versant quelques larmes. Le président prend la parole. Elle a porté plainte contre vous pour des violences conjugales. Plainte classée sans suite. Oui, mais bon, par la suite, notre relation est devenue plus amicale, explique Mustapha. Il ne faut pas oublier que c'est une femme que j'ai aimée. Il note cependant le décès de la mère de Dabia comme le véritable tournant. Ça a été le début de la dégringolade. Elle a été lente, mais exponentielle, explique-t-il.
Mustapha observe des changements physiques même chez son ex. Elle mincissait. Je pense aussi qu'elle avait perdu un peu de joie de vivre et c'est normal. Mustapha l'héberge ensuite de temps en temps. Elle rentrait, elle prenait une douche directement, déclare-t-il, expliquant que pour lui, ça voulait dire qu'elle couchait avec d'autres personnes. Le président lui demande ensuite, quand quelques jours avant les faits, elle vous dit « Je vais tuer des gens », vous ne vous en faites pas plus que ça? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, on est devant une cour d'assises, mais à l'époque, je n'y prête pas plus attention que ça. Le président enchaîne. Dans votre répertoire, Dabia est nommée comme pute. Dans votre téléphone, on retrouve des échanges comme « Dis-moi si tu es dispo et combien » ou encore « Tu finis à quelle heure ?» « Réponds si tu as fini de sucer »« Prends un Citigo, viens me sucer » Dabia se retient de rire dans son box. « C'était de la taquinerie » répond le témoin. Les 5 et 6 octobre, les échanges se poursuivent sur le même ton. « Pas dans ton cul, malheureusement » lui répond-il. Dabia Benkired lui répond que son cul est un parc public. J'ai des soupçons qu'elle travaille dans la prostitution, mais c'est une situation que je n'arrive pas à accepter, explique-t-il, maintenant qu'il s'agit de la taquinerie. Mais à la barre, Mustapha assure qu'il n'a jamais prostitué Dabia Benkired. Le 14 octobre, le jour des faits, Mustapha et Dabia continuent d'échanger des messages. Et là encore, on est toujours sur le même ton. « Réveille-toi, Salmé !» lui écrit Dabia Benkired, avant de lui renvoyer « Viens, on fait un gosse ». À 12h17, elle lui envoie « Je vais te montrer c'est quoi une Algérienne ». Puis BLC pour Balé. Mustapha lui répond par un doigt d'honneur. Quelques minutes plus tard, on va basculer dans l'irréel. Dabia demande au président l'autorisation de s'adresser directement à son ex-compagnon. Il accepte. Dabia demande « Quand j'avais une cagoule et que j'avais de l'argent sur mon cul, tu prenais des photos pour faire quoi ?»« T'es sûr que c'était moi ?» répond Mustapha. « Certaines, affirme Dabia. T'avais même des photos et des vidéos, insiste l'accusé. »« Mais non, c'est faux, répond Mustapha avec un air étonné. T'as juré de dire toute la vérité quand même, insiste Dabia. On sent qu'on est très loin du sujet qui occupe la cour d'assises. Le président choisit de recentrer les débats. C'est à cause de cette relation toxique avec Mustapha M, de ces messages, le 14 octobre, que vous avez commis votre geste ? Demande le président à l'accusé. Oui, et à cause de ce qu'il m'avait fait subir. Elle l'accuse notamment donc de l'avoir prostitué, répond Dabia. Moi, je vais vous dire la vérité. Je voulais lui faire du mal à lui, pas à la petite Lola. J'avais tellement mal que je voulais lui faire du mal à lui, je voulais me venger, j'avais la haine contre lui, déclare l'accusé. C'est donc à cause de lui si vous avez fait du mal à Lola. Vous le confirmez, demande le président. Oui, avant d'ajouter. Je me sens beaucoup plus en sécurité en prison que lorsque j'étais avec lui. De son côté, le témoin semble KO debout, touché. Je ne trouve pas les mots au vu des accusations qui sont faites, mis à part dire que c'est faux, répond-il. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que peut-on retenir de ces 2 dernières journées? On a une Dabia Benkired insaisissable qui assume sans rien assumer du tout, finalement. Elle refuse encore et toujours d'assumer les accusations de viol qui lui sont reprochées. Et finalement, elle estime que rien n'est totalement de sa faute. Et elle n'hésite pas à s'en prendre aux témoins, à les mouiller à chaque fois qu'ils viennent déposer. L'un voulait coucher avec elle, l'autre était d'accord pour transporter le corps, encore un autre l'avait fait boire un breuvage douteux. Et elle évoque aujourd'hui la prise de médicaments la veille qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau compte-rendu sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette. Vous pouvez nous suivre aussi sur X. On a connu quelques soucis les 2 premiers jours d'audience. Il y a des problèmes de réseau notamment, entre autres choses. Mais normalement, tout est rentré dans l'ordre. Merci et à bientôt.